Merci Aliénor, merci à l'équipe du festival pour votre invitation, votre accueil et votre confiance renouvelée année après année pour ces rencontres qui nous sont précieuses parce qu'ils nous permettent, ces rencontres nous permettent de nous plonger, nous, spectatrices, spectateurs, au cœur de la fabrication des films. Alors effectivement, chaque année, on organise entre 5 et 10 rencontres par an autour de différents sujets. Hein. Ça peut être à la fois des documentaires, des films de fiction, courts ou longs métrages. Et à l'image, on a l'évocation de quelques films précédents dont on a parlé. Nina Faure, pour information, est en montage aujourd'hui du Plaisir féminin, son documentaire produit par Annie Gonzalez, CP Productions, ici à Montpellier. Christophe Indis, qu'on a à l'image à gauche, la rencontre qu'on avait faite avec lui à Foix, au Festival de Foix dans l'Ariège, son film consacré à Arnal, dans lequel joue Denis Lavant. Le film est terminé, il a été diffusé et sera montré à maintes reprises dans le mois qui vient, dans le cadre du mois documentaire partout en région. Avec Marie-Christine Fourneau, nous avions consacré une rencontre à l'école des Beaux-Arts, ici à Montpellier, sur son film en fabrication, consacré à l'herbier et à la numérisation de l'herbier de l'Université de Montpellier. Donc là aussi, film terminé, y compris dans sa version audio décrite et qui circule beaucoup. Et puis, il y a 2 ans, nous avions organisé cette rencontre avec Yaël Fogiel, des films du Poisson, pour nous parler du film de Mathieu Amalric tourné à Saint-Gaudens, qui s'appelait un peu avant Serre moins fort, devenu depuis Serre moins fort, sorti en salle qui est toujours sur les écrans. Et puis également le plaisir de rappeler aussi l'accompagnement et le travail fait avec Aurélien, avec Aurel, le réalisateur de Joseph, et son producteur Serge Lalou, les films d'ici Méditerranée. Donc là, plusieurs rencontres autour de ce film et on se réjouit naturellement de la vie de ce film en salle et du César obtenu, ce qu'on souhaite à plein de gens. On va effectivement maintenant parler de Chien de la Casse avec vous deux et le faire simplement. Donc, on a à peu près 1h15, 1h20. Ce que je vous propose, c'est que j'ai réuni pas mal d'informations, des images fixes, des images animées pour découvrir le film, pour évoquer différents aspects. Je pense aux comédiens, au décor, à la musique, au son du film. Et puis, il y aura un temps d'échange. Alors, ce que je vous propose, c'est, si vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, n'hésitez pas à intervenir, demander une information, une précision à nos 2 invités. Mais à l'issue de l'échange, on pourra aussi le faire. Mais si vous le faites de manière spontanée, ça nous permettra de ponctuer, de rythmer encore plus et mieux cette rencontre. Ici, Jean-Baptiste, à l'image, on n'a pas tous les films, c'est pas la filmographie exhaustive, il nous manque quelques cours des cours d'école, quelques clips également, films faits à l'issue de des études à l'école des Beaux-Arts de Montpellier, je pense à L'amour sans le sexe notamment. Mais malgré tout, on a quand même pas mal de titres. Si tu avais à nous parler de 1 ou 2 ou 3 de ces titres en lien avec Chien de la Casse, quel est celui ou quels sont ceux qui résonnent le plus et le mieux avec Chien de la Casse? Il venait de Roumanie, mon premier, qui était une vraie note d'intention du film, qui abordait la thématique de l'amitié, du groupe, de la façon dont les liens se font, se défont dans cette ruralité. Et donc voilà, c'était vraiment celui-là que j'ai fait dans l'intention de Chien de la Casse. Je venais d'écrire une espèce de première version je dirais un peu fantasmé de ce que j'aimerais être un long métrage. Et étant donné que je sortais à peine de l'école et que je savais pas faire un film, je me suis dit il faut faire un cours quand même, histoire de tester, de m'entraîner et puis d'être un peu sérieux. Et du coup voilà, c'est vraiment là que j'ai écrit Venez de Roumanie. Donc il venait de Roumanie. Je pense que après tous ont été dans le mouvement, tous ont été une forme de laboratoire. Donc je te dirais même des choses invisibles se cachent à absolument tous en fait. Pas forcément dans la thématique, mais dans l'abord de la mise en scène, même le bal, j'ai presque fait tout ce que j'ai absolument pas envie de faire sur Chien de la Casse, mais c'était une intention, c'était vraiment je vais tester ça. Au moins je suis sûr que j'irai pas dans cette direction. Et finalement il y a des choses dans le bal qui m'ont appris ou que je récupère. Donc tu vois, même les films qui ont l'air totalement improbables, ils ont tous leur petit lot, leur part d'apprentissage. Anaïs, vous vous rencontrez à quel moment dans ce parcours, au tout début? On se rencontre pour Il venait de Roumanie. Le premier, ouais, du coup. Le premier, sorti d'école.
En fait, moi, j'étais tombée sur un autoportrait de JB qu'il avait peint. Et je l'avais demandé en ami sur Facebook parce que je trouvais que la peinture était absolument incroyable. Donc, comme ça, j'envoie une requête. Tu l'avais accepté, Jean-Baptiste? J'ai accepté tout le monde. Moi. Et du coup, et en fait, je sais plus, c'est quoi, 6 mois plus tard, tu postes que tu as ton premier cours qui est en prépa. J'étais en train de faire un crowdfunding sur Ulule et j'ai reçu un message d'une jeune blonde qui se prétendait productrice. Et non mais c'est vrai, hein, moi je savais même pas pourquoi elle m'avait ajouté. Et vraiment, c'est pas pour faire de l'humour, j'ai accepté tout le monde. Et je postais mon crowdfunding comme un acharné, et tu m'as envoyé un message en me disant salut, je suis productrice, le projet est intéressant, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et voilà. Après, je connaissais pas encore le projet, je lui ai demandé de m'envoyer son scénario parce que je pensais qu'il était peintre. Il me fait non, je suis réal. Je fais ouais, mais t'as fait quoi? Il me fait, j'ai fait un cours à l'école. Je fais bon, petit padawan. Et du coup, moi j'avais pas fait, je sais plus, que j'avais peut-être fait 4 cours à l'époque. Tu m'avais envoyé Robert. Ouais, tous les hommes s'appellent Robert. Absence. Et Absence, c'était les 2 premiers. Donc la boîte était jeune, parce qu'on devait être en 2013 ou 2014, 2013. 2013, et la boîte, je l'avais créée en 2012. Donc il m'a envoyé son scénario, et le scénario avait quelque chose de très... Moi j'aime bien le cinéma de genre. J'ai construit l'identité de la société avec des films qui sont toujours un peu étranges ou à la lisière du fantastique, mais j'aime tous les cinémas vraiment de Cronenberg à Blier, en passant par Piala, en allant... on balaye un spectre assez large. Et je me suis dit que la rencontre serait assez déterminante pour savoir si ce film, qui sur papier était un drame français assez classique, pouvait vraiment m'intéresser. Et de toute façon, je trouvais qu'il y avait déjà des qualités graphiques dans le travail de Jean-Baptiste en tant que peintre et dessinateur qui étaient incroyables. Donc je me suis dit, il a forcément une envie de cinéma qui n'est pas celle de prendre une caméra à l'épaule et d'aller coller ses comédiens comme dans un documentaire. Et du coup, on s'est rencontrés à Paris. Je ne sais plus pourquoi tu étais à Paris à ce moment-là. Pour te rencontrer. Ah, il a pris le train. Donc on s'est rencontrés. Et dès que je l'ai vu, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et après, il m'a parlé de son film. Et le film, après, tu peux détailler. Mais c'était un film qui est essentiellement en plan séquence, au Steadicam, avec un seul objectif, c'est du 40 mm, je crois. C'est ça. Et donc, il est le plus proche de l'œil humain. Donc, comme ce personnage qui est mort et qui tourne autour des survivants qui sont en train de faire leur deuil. Et du coup, je dis, ouais, voilà quelqu'un qui a envie de cinéma et qui même s'il est apprenti réalisateur, va être réalisateur parce qu'il parle déjà comme quelqu'un qui maîtrise les choses. Et voilà. Et du coup, ça a été, après, on va parler de financement parce que c'était assez compliqué. Il y avait une autre société de production qui s'appelle Baraos, qui avait déjà envoyé au CNC, envoyé aux télévisions, qui avait dit non. Donc c'est compliqué quand les guichets se sont déjà fermés. Et il y avait la région. Mais oui, la région ne voulait pas y aller parce qu'il n'y avait pas d'autres financements. C'était ça qui était compliqué. Et donc, j'ai fait 2 rencontres avec la région. On a parlé du crowdfunding, on a parlé de la DRAC. Et je leur ai montré par A plus B que le film il était faisable, en tout cas qu'il devait se faire avec moi. Parce qu'il y avait aussi ce côté producteur qui n'est pas de la région, qui les freinait un petit peu. Et finalement, donc, on a eu l'accès à la région. Le budget était petit, c'était 25 000 €. On a tourné combien de temps? 6 jours? 5 jours? 5 jours, donc c'était très, 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 très serré. Non, pas 4. Non, 5. Putain, donc 4 jours, vous imaginez, pour un film qui fait un peu plus de 20 minutes. Donc c'était vraiment très serré, mais ça a aussi permis à Jean-Baptiste, et je peux lui laisser la parole, aussi de se constituer une équipe avec des techniciens qui le suivent à présent. Et après, la vie du film, elle a été très belle, puisque, entre autres, on a été à Clermont-Ferrand, on a été au Bagne, à Aix. On était à Aix, pardon. On a été à Brest notamment, et à Brest, on a reçu le prix France Télévisions de Christophe Taudière, donc France 2, et ça, c'était vraiment une récompense, parce qu'un film, c'est aussi de la diffusion, et donc il a pu passer sur une chaîne de télé, et voilà, c'était le début des choses, on va dire. Si on passe tous ces cours, et encore une fois, il y a d'autres titres, et je vais juste piocher dans ton site, Jean-Baptiste, si on arrive au long, à Chien de la Casse, avec le résumé à l'image, et donc un dessin de toi, de Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous dire, Jean-Baptiste, pour ce long métrage, quand est-ce que tu as commencé à l'écrire? Et puis peut-être de manière très pratique, on a eu un échange récemment avec Agnès de Sassy, avec Emma Benestan et José Alcala lors d'une rencontre consacrée aux scénaristes.
Et je leur avais posé la question, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'espère que c'est votre cas aussi. Quand est-ce que tu écris, où, à quel moment de la journée? Alors, première question, c'était quand est-ce que j'ai commencé à écrire Chien de la Casse? Sortant des Beaux-Arts, j'avais le vide total. Et je venais de faire un court-métrage de fin d'études qui était sur la thématique des jeunes de village périurbains. Et je me suis dit que j'avais envie de... voilà, ça m'occupait. J'avais cette idée de faire un long un jour. Et donc, j'ai écrit une espèce de version de scénario très improbable. Mais en tout cas, c'était avec le ventre. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose que j'ai gardé au final. Mais il y avait ces deux personnages et une envie forte de dialogue, de punchline. Et cette arène de... On va dire qu'il y avait les fondements. Donc deux personnages, ces deux amis, un qui domine l'autre, ce rapport un peu maître-chien, il y avait le titre, et il y avait ce petit village, la bande, et un espèce de drame sous-jacent et de l'humour. Voilà, c'est à peu près les seules choses que j'ai gardées. Donc je l'ai mis de côté, comme je vous ai dit, au fond de mon ordi. Après, j'ai appris le cinéma un peu en autodidacte, en étant machinot, décorateur, assistant réalisateur, en faisant mon parcours. J'ai rencontré Anaïs, on a fait des cours, des clips et tout ça et tout ça. Et après venir de Roumanie, tu m'as demandé assez vite, est-ce que tu as une idée de long, parce que j'aimerais qu'on parte au long ensemble. Ouais, j'ai dit, j'ai bien un truc, mais va falloir que je reparte de zéro. Donc je sais même pas si tu as eu le courage de lire ça. Il devait y avoir une faute par mot. Genre, je vérifiais les fautes d'orthographe parce que c'est pas mon point fort. Et on est reparti de zéro. Vraiment, à part qu'il y avait cette idée-là qui était le cœur du film. Et tu m'as dit, en gros, pour avoir une deadline, parce que c'est vraiment important quand on écrit de ne pas avoir la sensation d'écrire pour rien, qu'on pouvait déposer au Moulin d'Andé, au Groupe Ouest. Il y avait les appels à projets qui étaient, je sais pas moi, 1 mois plus tard ou 2 mois plus tard et 3 mois plus tard. Et en gros, c'était bon, on n'a quasiment pas de chance de les avoir parce que c'est très concurrentiel, mais au moins ça te permettra de pondre un traitement. Et donc j'ai travaillé et on a déposé, puis j'ai eu les deux, donc c'était super. Et comme j'avais aucune formation au scénario, ma seule expérience, et c'était très formateur, c'était toi, Anaïs, donc dans le développement. Mais c'est vrai que quand on n'a pas trop d'idées de ce que c'est qu'écrire, réécrire c'est très compliqué. Donc c'est vrai qu'en court-métrage, j'étais très résistant à la réécriture. Les commissions qui disent non, il faut réécrire, c'est toujours... Si on n'a pas appris que c'était normal et que c'était pas mafieux et que c'était juste concurrentiel et qu'en fait un film il faut le réécrire des centaines de fois, c'est bizarre. Donc du coup, en passant au long et ces résidences, j'ai vraiment eu la chance sur ces résidences-là et puis d'autres que j'ai eu par la suite de me faire accompagner, de côtoyer aussi d'autres auteurs. Et donc d'apprendre vraiment le métier pour le coup en tant que réalisateur, hein, je ne me prétends pas scénariste, mais de l'écriture. Je continue parce que je te Non, c'est qu'on va en parler juste après. Okay. Et on reste vraiment sur les images, mais juste sur cette question. Tu m'as dit où j'écrivais le matin et tout ça. Oui, quand, où, oui. Quand En 2 mots. Au Broc Café, ah oui, en face du Jardin des Plantes, ouais, en bon terrasse quand il fait pas trop froid et dans la première salle du fond quand il fait froid. Sur ton ordinateur. Et le matin, à moins qu'il y ait une urgence, le plus tôt possible le matin dès que ça ouvre. Et à peu près 3-4 heures les jours où j'écris. Vraiment intense. Ok. Dans le dossier, le scénario, vous présentez, et ça c'est, je trouve, quelque chose aussi d'important, c'est en fait à nous tous, les premiers contacts qu'on a avec un projet, si on ne connaît pas les personnes, c'est la lecture du dossier, comme on dit, voilà, avec à la fois le résumé et puis la note d'intention. Et c'est toujours très précieux parce que c'est vraiment les premières lignes qu'on lit d'un projet et c'est une invitation à rentrer dans une aventure, à participer à une danse aussi avec vous. Et c'est vrai que c'est souvent cette note d'intention, puis la note de production et puis le scénario derrière sont toujours des promesses qu'on a envie de suivre éventuellement. Donc c'est le cas pour celui-ci. Et de la note d'intention, j'ai extrait ces 4 petits paragraphes. Et le premier, si tu veux bien, Jean-Baptiste, ne serait-ce que commenter en fait ce que tu dis ici. Et ici, ce dont tu parles, c'est sur apparemment la dimension autobiographique. La dimension autobiographique de Chien de la Casse, si tu veux développer en quelques mots. Oui, je raconte ma vie alors. Est-ce qu'il y a une part autobiographique?
Ouais, bah, autobiographique, c'est un mot très large, ça veut tout et rien dire. C'est, je dirais, issu d'une sensation, d'un vécu que je connais. Après, c'est pas un portrait exact de moi, je suis vraiment dans tous les personnages. C'est, oui, j'ai grandi dans un petit village périurbain, avec ces espèces de... ouais, ces villages qui sont ni de la ruralité paysanne, lointain, paumé, trou perdu, ni des banlieues. C'est vraiment, vraiment entre les deux. Et du coup, bah, c'était ma jeunesse sous les arrêts de bus, avec les copains, à fumer, à boire, à jouer au foot, à être tout le temps, quasiment tout le temps dans la rue. Et en face, on a juste un photogramme de... Ouais, bah, c'était l'arrêt de bus où j'étais tout le temps. Vous venez de Roumanie ? Le soir et l'été. Je t'en prie. Quelque chose à destination des auteurs, s'il y a des auteurs, des réalisateurs, des scénaristes dans la salle, c'est qu'un premier, sans parler de court-métrage, on va directement passer au premier long-métrage. C'est toujours très compliqué de faire son premier film. Il faut être bien accompagné, il faut en règle générale, la règle française, et je la trouve assez belle d'ailleurs, c'est de passer du court au long. Mais il y a vraiment, et j'en parlais, ça fait juste écho avec la conversation que j'avais avec un autre auteur avec qui je travaille il y a 10 minutes, c'est qu'on s'interrogeait sur la thématique de son premier film, et je pense qu'il faut toujours c'est tout à fait personnel, encore une fois, hein, à prendre comme vous voulez, mais je pense que si vous vous lancez dans l'écriture d'un premier long métrage, c'est important que ce soit quelque chose de personnel, parce qu'après il faut le défendre auprès des producteurs que vous allez chercher, ou auprès des commissions, des jurys, des financiers. Et je pense que c'est assez important de s'interroger sur vous, qui vous êtes, ce qui vous motive, pour être assez armé pour après défendre votre projet. Après, ça peut être des thématiques très différentes, mais je pense qu'on doit toujours partir de soi sur un premier film pour arriver à le défendre mieux. C'est un petit conseil, j'y pensais comme ça. Oui, je peux... Si, je t'en prie. Une autre question. Non, je t'en prie, je vais aller enchaîner sur les paysages et la ruralité, mais vas-y. Oui, je rejoins Anaïs, mais moi j'élargirais, c'est-à-dire... et puis ces dernières années, là, suivi beaucoup d'auteurs aussi qui étaient au premier long, au deuxième long, au troisième long, au deuxième cours, premier cours. J'ai l'impression que là, il est assez, je dirais, frontalement autobiographique. C'est assez clair, c'est un film de toute façon assez naturaliste et tout ça. Mais j'ai l'impression que quel que soit le film qu'on écrit ou le genre, on est toujours, c'est toujours complètement autobiographique. On est toujours et j'ai l'impression que même on arrive à finaliser l'écriture quand on a enfin compris qu'est-ce qui nous raccordait au film. Donc j'ai l'impression qu'on pensait qu'on ne parle pas du tout de soi, c'est une connerie. Même le mec qui écrit Star Wars, il écrit sur son rapport à son père. Donc voilà, ça c'est une sensation que j'ai sur n'importe quel genre. Après, il y en a qui sont plus ou moins évidents. Et puis quand on peut dire non, c'est pas moi, parce qu'on a honte de nos névroses et de nos failles, mais moi, je pense qu'il y a les auteurs sont toujours dans leurs films. La question des paysages, de la ruralité, donc malgré l'immensité des paysages, les perspectives d'avenir sont minces dans les villages. Là aussi, à la fois ce que tu dis parfois, Jean-Baptiste, et je n'ai pas pu faire d'approche statistique des 200 longs métrages qui sortent chaque année en France, mais l'impression que c'est assez rare dans le cinéma français. Est-ce que tu veux développer un tout petit peu ça, ce lien au rural et à ces villages ? Je vais essayer de ne pas dire de bêtises. J'ai aussi l'impression que c'est assez rare, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai, depuis mes premiers travaux aux Beaux-Arts, toujours travaillé sur... là, le tableau que vous voyez, c'était aux Beaux-Arts que je l'ai fait, je crois en 3e ou 4e année. J'ai toujours travaillé sur les jeunes de village parce que j'avais l'impression, mais quand on est ado, j'avais l'impression de me reconnaître dans les films de banlieue, alors qu'en fait, j'habitais pas du tout en banlieue. Les films sur les villages, je m'y reconnaissais pas du tout parce que c'était toujours sur des paysans, des vaches et généralement en costume d'époque. Et donc j'avais l'impression qu'il y avait un vide de représentation, alors que on n'est pas une minorité. Des jeunes de village près des villes, il y en a des millions et des millions. Donc j'ai toujours eu la sensation que j'avais quelque chose qu'il fallait absolument que je parle de ça. Et je pense aussi que cette jeunesse périurbaine, avec, je dirais, à la frontière des côtes de la banlieue, est aussi assez récente dans l'histoire française, à cause des 1% de HLM qui se sont inscrits dans les années 2000. Donc ces jeunes de village qui écoutent du rap, qui ont vraiment tous ces codes-là,
sur plein de points des quartiers, l'ennui, l'isolement. Il y a aussi des conditions sociales difficiles, une misère culturelle dans les villages, parce que la culture, c'est à la ville. Donc, c'était vraiment absolument nécessaire pour moi de parler de ça sur le premier cours, puis le deuxième cours, puis le troisième cours, puis le premier long. Et même le second long que j'écris a encore cette arène-là. Et au cinéma, il y avait La Vie de Jésus que j'avais vu, et ça m'avait fait bien plaisir d'ailleurs. Mais c'était dans le Nord, il y avait plein de choses qui ne faisaient pas écho aux sensations que j'avais dans le Sud. Je trouvais qu'il y avait un peu ce truc misérabiliste de, entre guillemets, les pauvres ou les campagnards, ils ont l'intelligence du cœur, mais ils ne sont pas forcément malins. Et ça, moi, je tenais à avoir des personnages qui sont intelligents. Et récemment, en littérature, j'ai commencé à découvrir des livres et je me suis dit, ah, trop bien, enfin des gens de ma génération qui parlent de nous, et j'ai l'impression de voir ma jeunesse. C'est Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu, qui a eu le Goncourt en 2018, si je me trompe. Il y a eu Fièvre de David Lopez, qui était un livre qui a eu le prix France Inter, qui est hyper beau. Même Eddie Bellegueule, il traite surtout de l'homosexualité, mais la ruralité qu'il décrit fait complètement écho à la ruralité que j'ai connue. Donc j'ai l'impression qu'en littérature, ça commence à émerger très fort. D'ailleurs, je crois que Leurs enfants après eux est en train d'être adapté en série. Donc au cinéma, en fait, je pense que j'ai eu du cul d'être un des premiers à le traiter. Mais c'est juste une génération qui a grandi là-dedans. Ça n'existait pas, cette ruralité-là n'existait pas il y a 30 ans. Donc je pense que c'est assez logique, c'est pas juste que personne n'avait eu l'idée avant moi. C'est que c'est long de faire un film, un peu moins de faire un livre. Voilà. En lisant le scénario et en songeant aussi aux réalisations précédentes, on rit par moments, on sourit à la lecture et en voyant les films, en tout cas à la lecture du scénario. La question de l'humour, donc là tu précises que même si le film est construit comme un drame social, il est toutefois très important pour moi d'injecter de l'humour dans cet univers. Comme leur vie est difficilement supportable au premier degré, ils vivent au second. L'ironie crée une distance entre le monde et permet de s'avouer des choses que l'on ne dirait pas. Ces questions de l'humour, il y a à la fois des situations, il y a aussi des dialogues. Comment tu la travailles, comment tu l'écris? Est-ce que c'est peut-être des échanges que tu peux avoir aussi parfois tu peux avoir avec les comédiens, que tu as déjà eu, que tu auras peut-être sur le tournage? Ouais, ces questions d'humour et pas de comédie, c'est important, parce que la comédie c'est un code, c'est un rythme, Donc là, vraiment, si je dois rapprocher un genre de cinéma, c'est vraiment le genre du film de banlieue. Je pense à La Haine, qui est très drôle, on rit tout le temps, mais c'est pas du tout une comédie. C'est juste que les personnages sont drôles, ont de l'humour, mais comme là, pour le coup, c'est vraiment le truc du réalisme. Quand on traîne avec les copains, on rit tout le temps. Donc je tenais à ce que ça soit là, et puis je suis très drôle dans la vie aussi, donc je fais pas exprès, mais c'est marrant. Vas-y. Ce que j'écris. Là ? Ouais. Non. Non, c'était un des choses qui m'avait manqué dans Les Venez de Roumanie, et par le choix du comédien qui était formidable, mais qui n'était pas un comique né. Et j'ai raté cette marche-là, et je souhaitais que ce soit drôle au début, et pour qu'on glisse peu à peu vers le drame. Et c'est pour ça aussi que derrière, presque contre ce film, j'ai fait Le Bal, qui était une comédie, avec un comédien qui a beaucoup d'humour. Donc ce mélange-là était absolument nécessaire, et voilà, c'était non seulement c'était pour donner une réalité sociale, et cinématographiquement, je ne sais pas si ça se dit ce mot, je trouve ça absolument essentiel, presque dans n'importe quel genre de film, qu'il y ait de l'humour d'une façon ou d'une autre. Et pour s'attacher aux personnages, souvent j'ai des personnages, ça c'est un lien, sans faire une auto-analyse dans mon travail, j'ai des personnages assez insupportables. Enfin, des gens des protagonistes qui sont souvent on a une sensation de caricature, ils sont énervants, et pour à la fin se rendre compte qu'ils sont touchants et sensibles. Mais l'humour, c'est quelque chose techniquement de très fort pour s'attacher quand même à un personnage. Donc quand on a un personnage un peu insupportable, le fait qu'il soit drôle permet qu'on ait envie de le suivre. Il y a quelque chose d'un peu fascinant. Donc c'est aussi une technique, je dirais, une technique de scénario pour éviter le truc dramatique de en fait il souffre.
voilà, c'est un gros con, mais il est marrant, donc on va quand même aller avec lui. Et finalement, c'est un peu moins un gros con que ce qu'on pensait, pour schématiser la structure du personnage. Anaïs, je te sais sensible aux soins apportés au dossier. On comprend l'expérience, on comprend certainement aussi une pratique culturelle, personnelle, mais c'est vrai que tu mesures bien l'importance qu'il y a pour les lectrices et les lecteurs de découvrir en projet à la fois une mise en scène embryonnaire, une approche littéraire, mais aussi un objet qu'il faut soigner et préparer. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur ça, sur ce soin-là, et notamment le fait que, et alors vous n'êtes naturellement pas les seuls à le faire, mais ces références visuelles, ces références esthétiques, en tout cas l'univers dans lequel vous vous inscrivez avec ce film, mais sur l'objet lui-même, comment tu le prépares et quels soins tu y apportes? Pour l'entrer dans le détail icono, effectivement, Jean-Baptiste, si tu veux dire un mot sur le choix des images, mais enfin, moi je trouve ça extrêmement important quand on est en train d'élaborer un scénario. Un scénario, ça va devenir un film, donc ça va devenir de l'image mouvante. Donc je trouve ça hyper important d'avoir des dossiers qui soient accompagnés d'images. Moi, c'est un truc que j'ai commencé à faire dès mes premiers dépôts sur des cours. C'est pas forcément quelque chose, il y a quelques années, qui se faisait beaucoup. Vraiment, il y a quelques années, hein, où c'était plutôt tout au scénario. Donc moi, très vite, j'ai incorporé des mood boards, parfois même des moods vidéo en fonction des projets. Quand parfois on a des projets très graphiques, de films de genre, avoir un mood vidéo pour donner une idée de ce à quoi va ressembler le film, ça peut être assez payant. En tout cas, on l'avait fait sur Jumbo, notre précédent long, parce que c'était un film qui flirtait avec le fantastique, donc c'était difficile d'y croire. Donc puis, je trouve que parfois on fournit de références visuelles, et plus ça peut amener aussi le lecteur dans son univers. Et pour Jean-Baptiste, c'est assez agréable parce que c'est quelqu'un qui a une large culture, qui va justement de la peinture, du dessin, en passant par les films. Enfin non, on parle assez rapidement de références visuelles, de films, d'images quand on travaille ensemble. Et je trouve que c'est bien, même alors que le scénario n'est pas encore écrit, déjà d'avoir des images en tête. Et donc du coup, quand on est en train de déposer un dossier, par exemple, de demande d'aide à l'écriture, même dans un dossier comme ça, avoir déjà des images pour que le lecteur rentre dans l'univers, je me répète, de l'auteur, c'est assez important. Donc on les choisit. En fait, je demande à Jean-Baptiste, on en discute. Après, il m'envoie des images. Je lui envoie d'autres pistes, enfin, une sorte de ping-pong comme ça. Parfois, il y a des auteurs qui ne sont pas à l'aise avec ça. Donc nous, en interne dans la boîte, parfois on fait de la recherche icono pour aider l'auteur aussi. Voilà, enfin, ce qui est bien aussi avec Jean-Baptiste, c'est qu'il dessine, et du coup ça nous permet aussi d'avoir des sortes de pré-posters qu'on met, comme vous avez vu tout à l'heure sur la première image du déroulé. Ça donne tout de suite, il y a une accroche, et je trouve c'est important d'avoir une accroche visuelle assez immédiate qui permet de rentrer dans le film. Et quand on n'a pas quelqu'un comme Jean-Baptiste, qui est un artiste global, on fait travailler, nous, des graphistes, pour créer des pré-posters pour nos dossiers de présentation, comme si le film, à travers le pré-poster, était déjà là, existait déjà. C'est difficile peut-être de commenter chacune des vignettes, on ne va pas le faire, mais peut-être... Pardon, tu voulais dire un petit truc? Je rajoute un tout petit truc, tu me dis si je suis trop long. Non, ça c'est la recherche icono, effectivement, pour donner la sensation du film, donc c'est presque une recherche iconographique de scénario ou d'idées de projet. Après, donc ça c'est ce qu'on élabore avec Anaïs. Après, pendant la prépa, on y est en plein dedans. Chaque chef de poste fait une recherche. Là, c'est pas du tout l'idée de l'image du film visuel en termes de lumière ou de cadre. Il y a une vague sensation, hein. Mais après, le mood board de travail, ça c'est un mood board vraiment de dossier. Le mood board de travail, c'est encore autre chose qu'on élabore en collaboration avec les différents chefs de poste, notamment avec le chef opérateur. Donc c'est vraiment parce que c'est un seul et même mot qui est utilisé pour le dossier et pour la préparation du film. Mais voilà, c'était juste faire une distinction. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, je dirais, pour avoir les aides. Et je m'en sers assez peu enfin, je l'ai donné évidemment à tout le monde, on a une sensation. Mais voilà. Et se croisent à l'image Gaspard Noé, Fellini, Scorsese, le documentaire formidable Selfie, Marcel Carné, Hubert Charuel. Je ne vous ai pas posé la question, peut-être vous voulez savoir, le tournage débute quand?
Le 8 novembre 2021. Oui, c'est bien de le 3 préciser. semaines. Donc on est vraiment juste avant voilà, on est vraiment avant ce moment, et j'aurais pu le dire aussi en introduction, mais je vous remercie aussi de vous prêter cet exercice, voilà, en étant si proche du tournage, que je vous imagine aussi avoir aussi d'autres soucis en ce moment de préparation de manière très pragmatique. Le lieu du tournage, c'est le Pouget, pas très loin, d'ici, 35 minutes, 40 minutes. Ça dépend comment on roule, mais à peu près, ouais. Toi, tu mets combien de temps ? 25. 25, moi je mets 50 minutes. Et tu nous dis que le village est un personnage à part entière, tu le connais bien, est-ce que tu peux nous en parler, nous dire comment tu l'appréhendes, quelles sont des questions aussi de manière très pragmatique. J'ai vu mon collègue Maxime Beaufet, chargé de la commission du film, sur des questions très pragmatiques de décor, de lieu, d'autorisation, comment les choses se passent aussi avec la municipalité et avec les différentes personnes concernées. Elle est large ta question, donc je vais commencer à l'intention du décor. Je savais que je voulais tourner dans un petit village du sud, donc c'est vraiment ces villages de la vallée de l'Hérault. Moi j'ai grandi à Montpérou. Mes parents ont acheté au Pouget quand j'étais aux Beaux-Arts, mais j'ai pas grandi vraiment, enfin j'ai pas, on va dire, passé ma jeunesse là-bas. Et j'ai cherché, je dirais comme un gros con, dans tout l'Occitanie, un petit village qui pouvait être celui du film. Donc j'ai à un moment donné flashé sur Saint-Jean-de-la-Blaquière et tout ça. Et au Pouget, il y avait ce arc, espèce de faux théâtre antique. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller faire, parce que dès que je fais un repérage, je fais des photos, histoire d'avoir une trace. Et je vais aller faire des photos du théâtre. Et entre chez ma mère et le théâtre, je traverse le village et j'ai fait genre 200 photos, 300 photos. Et alors que dans les autres villages, j'en faisais 20, 25, j'étais... voilà. Et je me suis dit, merde, en fait, c'était là depuis le début sous mes yeux. Et c'était vraiment le village idéal. Et finalement, le théâtre, je ne vais même pas y tourner. Donc des fois, on a les choses sous les yeux, on ne les voit pas. C'est comme dans la vie, je dirais. Et en fait, je pense que j'avais vraiment écrit pour le village sans le savoir. Parce que j'ai des choses assez spécifiques, un city-stade juste au pied de la vallée de l'Hérault, une place haute, des ruelles où c'est piéton. Et en fait, le Pouget regroupait toutes ces choses. Je rebondis sur les autorisations. Je ne suis pas régisseur, mais on a eu la mairie du Pouget qui a été hyper réceptive au projet. C'est un jeune maire dynamique, aimé des habitants et très sympathique. Et donc, il nous ouvre les portes en grand. Donc, on a vraiment la mairie, les gens du Pouget avec nous, le régisseur Carlos qui a fait aussi les repérages, qui fait un super travail pour nous intégrer dans le village. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toute ta question. Tu veux compléter ? Non, mais effectivement, c'est ça, un petit big up à Thibaut Barral, c'est ça ? Thibaut Barral, le maire. Le maire du Pouget, et pas un big up du tout, je ne sais pas qui est responsable, mais maintenant les routes sont payantes depuis un mois, donc on s'est pris 1000 balles dans la gueule. Jour, ouais. Donc voilà, merci, je ne sais pas quel élu il faut remercier, mais 1000 € par jour pour tourner sur des routes. Ouais, on a appris ça hier ou il y a 2 jours. Sur des économies de films comme le nôtre, c'est pas forcément la meilleure nouvelle, donc ça fait un mois. Donc ça fait partie des imprévus qu'on rencontre un peu tous les jours. Et c'est effectivement Carlos, le régisseur, qui l'a appris en demandant des autorisations, puisqu'il faut demander des autorisations partout où on tourne, évidemment. On était sur les lieux et sur le lieu où le film va s'incarner, le récit va se projeter. Et tu as fait référence, Jean-Baptiste, à l'instant, il y a quelques minutes, aux phases d'écriture. Et alors, à l'image, on a à la fois donc, le Moulin d'Andé ici, l'expérience au groupe Ouest, qu'on connaît bien. On est content aussi de voir Léa Triboulet, de savoir qu'un peu avant ou un peu après, je crois que c'était un peu après, il y avait aussi Sylvain Petit. L'expérience au Clos, au FIFIB. Ici, la lecture de scénario à Angers. Et puis, Émergence. En ayant ça à l'image, ce serait compliqué de le prendre étape par étape. Mais malgré tout, est-ce que tu peux nous parler des plus-values, de l'évolution du projet, des moments importants, des étapes importantes aussi pour qu'une idée se cristallise et pour qu'une intention s'affirme et s'affine? Toutes les étapes ont été importantes. Et il se trouve que presque les résidences se complètent. J'ai eu la chance de quasiment, je crois qu'on n'a pas eu Angers. On l'a eu en lecture du coup. On n'a pas fait les ateliers. Mais
elles correspondent toutes à une étape de l'écriture et du développement du projet, et j'ai presque eu la chance de les faire dans l'ordre. Donc j'ai eu le Moulin d'Andé en premier, où c'est vraiment un lieu d'accueil, plus qu'une résidence où on est coaché. On a quand même 2 consultants. C'est eux qui étaient dans le jury et qui ont choisi les projets, donc ils ont un intérêt pour le projet. La même année que le groupe Ouest, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui était vachement bien, c'est qu'en gros, au groupe Ouest, on est vraiment coaché, accompagné par des consultants. Tous les coloréats, on est consultants les uns des autres, on a lu les projets des uns et des autres. Donc il y a vraiment, c'est un endroit où on est mis à rude épreuve, on réécrit énormément. Donc je digérais, je dirais, au moulin et j'écrivais ce qui s'était passé au groupe Ouest. Ensuite, je crois que j'ai eu le CLO. Le CLO qui est lié au festival du FIFIB, qui en était à sa 2e édition quand je l'ai fait. Léa l'a fait l'année d'avant d'ailleurs, Léa Triboulet, qui est en région. On était dans un état de développement où le film commençait à être trouvé. Je crois que j'en étais à la V4 ou V3, version continuité dialoguée. Et on pouvait choisir un parrain qui on voulait dans le cinéma français ou francophone pour nous accompagner sur un aspect du développement. Donc moi j'ai choisi Tommy Weber pour parler direction d'acteur, casting et écriture des dialogues, parce que j'avais aimé son travail, la poésie, le naturalisme et la sensation de précision dans l'écriture. Après le WIP, c'est ça que je vois là. C'est la lecture, oui. Ah non, c'est la lecture à Angers. T'as oublié le WIP. Oui, il y en a d'autres. J'aurais pu le préciser. Il y avait aussi d'autres. Il y a eu Émergence avant la lecture. Ça, c'était pareil, une chance énorme de l'avoir fait. C'est un laboratoire presque de prépa. C'est-à-dire que là, on tourne des bouts, on fait une espèce de 48 heures Émergence, rien à voir avec notre film, mais ça permet d'expérimenter la rapidité, l'instinct, l'équipe technique aussi, parce qu'on a droit à un chef-op, une script que j'avais pas pris d'ailleurs, un assistant réal, un ingé son, un assistant caméra, pas de lumière, et des comédiens imposés sur un thème imposé, sur 72 heures, j'ai dit 48. Et on expérimente la musique avec, donc il y a un atelier d'acteurs, un atelier de musique, et après, on teste quasiment comme une configuration court ou long métrage qui dure 2 jours, quelque chose qui nous intéresse sur notre film. Donc soit on tourne une scène de... Soit on tourne... J'avais pas vu. Non. Je t'en prie. Avec le maillot de Montpellier. Héros. Soit on tourne une scène de notre film, ce qui est initialement prévu par Émergence, mais ils ont la largesse d'esprit de nous autoriser à écrire quelque chose qui peut être hors du scénario, mais qui doit quand même être lié au film. Donc moi j'ai écrit, vu que je tourne dans le sud, que c'est un film qui se tourne beaucoup en extérieur, j'avais pas envie d'abîmer ou d'user une scène du film, et en plus dans les décors ça aurait été ridicule. Donc j'ai écrit un petit préquel, qui est complètement délié du scénario, mais où il y a les 2 personnages, et j'étais en train... Émergence a accéléré le casting, donc j'imagine que tu fais le lien après avec ça. Le casting, oui. Non, mais parce qu'ils ont vraiment le désir qu'on soit au plus proche possible de notre casting final. Donc j'ai contacté un comédien que j'avais vu au cinéma sans faire passer d'essai, et j'ai accéléré le casting pour le rôle de Miralles. Et j'ai rencontré Raphaël Quénard. Et sur Émergence, je crois que j'ai passé le casting de Raphaël et des autres Miralles en février. Je tournais en mars. Covid, juin 2020. Et du coup, j'ai pas validé Raphaël tout de suite en m'offrant le luxe de pouvoir faire Émergence avec lui avant de me dire c'est le bon. Donc je l'ai fait marronner pendant 4 mois, et Émergence m'a permis, donc ça a été un peu ça que j'ai fait, c'est d'élaborer le duo et d'être sûr et certain de vouloir partir avec eux 2, parce que c'est vraiment un film de duo. Donc Anthony Bajon et Raphaël Quénard. Et la mise en scène aussi, je voulais pareil... j'étais quasiment sûr de ne pas exploiter le Steadicam dans Chien de la Casse. Je l'avais fait dans Il venait de Roumanie 8 ans au préalable, enfin 8 ans avant. Et donc je voulais quand même continuer de tester une mise en scène qu'a priori je ne ferais pas, mais pour être sûr que je ne la fais pas et que c'est affirmé. Mais j'ai testé le côté un peu théâtral, frontal, l'improvisation pareil que j'ai... pas mal activé, alors que je l'activerai beaucoup moins dans 3 semaines du coup. Voilà, des choses comme ça que j'ai pu tester. Et la musique, Delphine Malocena, que j'avais
choisie comme compositrice. On a eu la chance d'être sélectionnés à Émergence tous les deux. Et du coup, j'ai testé aussi ce violoncelle sur des images naturalistes qui, a priori, sur le papier, étaient très théoriques, mais vérifier que ça marche. Donc, j'ai pu faire ça sur Émergence. Alors, son, image et musique, Benoît Jaoul, Hugo Rossi, donc la compositrice, tu viens de la citer, Henri de Marquette au violoncelle. Quels échanges tu as cités vous venez de dire qu'il y a des images que vous avez qui sont un univers dans lequel le film s'inscrit, disons, avec des références visuelles, des références cinématographiques, littéraires, picturales ou autres. Quel type d'échange vous avez avec Hugo, avec Benoît voilà, parlons de ces deux. De ces deux beaux gosses, son et image. Donc Hugo et Benoît, je les ai rencontrés tous les deux. J'étais technicien sur des films avec eux, avant même de faire un court-métrage. Et donc ils m'accompagnent depuis mon premier cours, et je crois qu'il y a quasiment très peu de films que j'ai fait sans eux. J'ai presque envie de dire, je vais être un peu plus précis, mais on prépare Chien de la Casse depuis quasiment 12 ans. Voilà, je sais que j'ai envie de faire un premier long, comme j'imagine beaucoup de réalisateurs. Et je sais que j'avais, après Il venait de Roumanie, ou des projets même qu'on avait fait avant en clip, il y avait une vraie évidence. Ils me ressemblent pas du tout, ils sont très, très différents de moi, même en termes d'influence et tout ça. Hugo, c'est très expérimental, musique concrète. Il a un univers esthétique et culturel que je connais pas très bien, mais qui est très complémentaire au mien. Et Benoît, pareil, il regarde très peu de cinéma français, il est très influencé par le cinéma outre-Manche, coréen. Donc voilà, c'est des gens qui viennent compléter un peu mon univers, et en même temps qui le comprennent très bien et qui sont capables de transformer ma vision. Et on est très amis et on rigole bien. Ce qui est très... Non mais c'est con, mais c'est une colonie de vacances, on part un mois ensemble, on doit se dire les choses sans passer par 4 chemins. J'ai bégayé, Hugo et bègue, c'est pour le clin d'œil. Donc c'est hyper important de très bien s'entendre avec ses collaborateurs. Donc ça, il y a un vrai noyau dur avec ces deux-là. Et la force, je pense qu'on aura, j'espère, je croise les doigts sur le long, c'est qu'on se connaît par cœur et qu'on a vraiment fait tous nos laboratoires ensemble, et que au-delà de moi, ils ont fait leur carrière, ils se sont aguerris sur bien d'autres projets. Hugo a fait le film de Keshish au son, il a énormément appris, notamment sur la pose DHF. C'est con, il n'avait pas le droit à la perche. Donc ça, il y avait cette expérience que j'aurais pas pu me payer moi, mais qui va être très précieuse pour Chien de la Casse. Et voilà, Benoît aussi a travaillé sur tout un tas de projets qui seront précieuses pour le mien. La musique, quels échanges vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prêt aujourd'hui? La musique, tu as marqué Delphine Malocena, Henri de Marquette, mais Hugo, le compositeur, donc on voit en haut en train de poser un chef d'ailleurs, à Damien, est co-compositeur de la musique. Donc il a fait toutes les musiques de tous mes cours, quasiment, et ils feront un duo avec Delphine. Donc quand j'ai choisi Delphine, c'était en sachant qu'il y aurait Hugo et en imposant ce duo. Et j'ai pensé, en rencontrant Delphine au Moulin d'Andé d'ailleurs, qu'il ferait un super duo. Elle est ingénieure du son à la base. Je crois qu'elle a même fait des études de physique. Enfin, ils ont fait exactement le même parcours en fait, d'ingénieur du son, études de physique et composition. À part Hugo est autodidacte, Delphine a fait le conservatoire en composition. Et du coup, quand j'ai entendu parler de Delphine au Moulin d'Andé, j'ai immédiatement su que ça pouvait être la bonne personne. Et donc, pardon, je vais revenir à ta question, mais je tiens à dire que c'est un duo parce qu'il y a des musiques intradiégétiques dans les musiques que les protagonistes écoutent, donc les morceaux de rap, d'électro et tout ça. Et Hugo, je dirais, est à l'aise dans tous les sports. Donc il nous compose des instrumentales de rap. On a collaboré avec pas mal de rappeurs, Sirène de Roumanie. L'électro, c'est son domaine. Et Delphine sera plutôt sur la musique extradiégétique, donc la musique off. Mais Hugo interviendra sur les compositions de Delphine en les réinterrogeant, en travaillant en musique concrète dessus. Et Delphine interviendra aussi dans les compositions des musiques intra, si je suis clair. C'est clair pour tout le monde? À peu près. Tout le monde jongle avec les notions de diégétique, extradiégétique, très bien. Bon, c'est pas dedans, dehors. Oui.
Donc oui, des morceaux qu'elle va faire avec Henri, ils vont être samplés pour le rap. Enfin voilà, il y aura un dialogue comme ça. Et vu qu'Hugo est ingé son et monteur son du film, il va prendre aussi des sons sur le tournage pour pouvoir les retravailler musicalement. Et donc il y a un vrai pont entre le son, la musique, le bruitage. J'ai souvenir du travail épatant et impressionnant qu'il avait fait pour ton film, Même les choses invisibles se cachent, autour de Kader Benchama. Est-ce que tu peux nous dire dans 1 minute à quel endroit du film cette musique devrait se situer ? Nulle part. Merci. Non, mais je plaisante. Enfin, si, je plaisante pas. Ça, c'était une musique qu'elle a composée pour le petit préquel émergence que j'ai fait. Donc, c'est un morceau qui appartenait à ce film. Donc, il va y avoir du violoncelle, solo et accompagné de chœur. Mais ce morceau-là, il appartient à notre film. Donc, après, c'était la musique du générique d'émergence. En tout cas, un violoncelle solo qui sera joué cette fois-ci par Henri, un peu tout le temps, je pense. Après, c'est théorique de penser une musique en amont des images, mais je ne sais pas si ça prendra, si ça sera retravaillé sous forme de nappe. Là, sur Émergence, avec les images qu'on a tournées et le montage, ça fonctionnait. Ce violoncelle pur et dur, brut. Ça se trouve, je le réutiliserai, on verra. Tu en as cité quelques-uns, des comédiennes. Alors, pardon, si j'espère ne pas m'être trompé entre les personnages et bon. acteurs, actrices qui seront donc là dans 3 semaines pour le tournage. Est-ce que tu exercices pas évident, et Anaïs prends-y part, de nous dire peut-être sur les 2 comédiens principaux, Raphaël Quénard et Anthony Bajon, nous dire peut-être juste 2-3 mots, 2-3 qualificatifs qui t'intéressent chez eux. Comment tu pourrais définir leur jeu, ce qui t'attire chez eux? Commençons par Raphaël, si tu veux bien. Moi? Si Anaïs, tu veux, oui. Et Anaïs, tu peux enchaîner. Raphaël, tout m'attire chez eux, et leur physique, leur jeu. Non, j'ai choisi vraiment un duo, ça c'est important de le souligner. Donc j'ai choisi Raphaël quand j'avais Anthony. C'est-à-dire qu'Anthony Bajon, je l'avais... si toi ça te casse pas ton machin là que tu as fait, on peut commencer par Anthony. Non, ou alors... Vas-y, pas de problème. Il est là. Voilà. Non, parce que ça a été le premier qui a été sur le projet. J'avais vu la prière par hasard à Saint-Chély, au moment où j'écrivais mon film. Et j'avais vu l'apparition aussi, je crois que c'était sorti le même mercredi, et j'étais à Saint-Chély au lycée enfermé. Et du coup, j'étais allé voir du même coup les deux. Et j'ai eu un vrai flash sur Anthony, parce que, au-delà de la qualité de comédien, il correspondait au millimètre au personnage que j'étais en train d'écrire, ou en tout cas que j'avais en tête. Et donc, quand c'est le premier nom que j'ai donné à Anaïs en disant tiens, j'ai envie d'avoir Anthony Bajon pour le rôle de Dog. Tu m'avais dit il est hyper intelligent, très bonne idée, fonçons. Mais on a attendu d'avoir un scénario plus près. Donc on a quand même écrit pendant 1 an. Et puis quand il y a eu Émergence, on a fait le processus classique sur un comédien comme ça qui tourne beaucoup. On a contacté son agent, on a envoyé le scénario, il l'a lu et il a accepté le projet, lui et son agent. Donc il m'a appelé le 25 décembre, c'était mon cadeau de Noël.
Et du coup, je pouvais enquiller les castings de Miralles, donc Raphaël Quénard, dont Emma Benestan, que tu as cité, et Halima Wardiri, qui était avec moi au groupe Ouest, m'avaient parlé. C'est Halima qui avait dit à Raphaël, tiens, il y a un pote à moi qui écrit un film où le rôle, il te correspondrait à mort. Donc contacte le réal. Donc Raphaël m'a contacté sur Facebook et m'a pas mal traqué. Donc je l'avais invité à l'avant-première du bal. Et j'avais vu 2-3 cours de lui et je me suis dit, ouais, je sais pas, il m'avait pas... C'était intéressant, mais après j'en ai parlé à Emma qui m'a dit, ah non mais ce mec c'est un dingue en improvisation, il est incroyable, il plie en rire, il plie en deux tout le monde. Enfin, il a un truc hyper étonnant, donc voilà. Donc je l'ai rajouté à la liste des comédiens pressentis pour le rôle dans les castings. C'était un peu l'inconnu des castings. Et donc j'ai vu 4-5 comédiens, puis j'ai vu Raphaël et j'ai tout arrêté. J'ai dit ok, c'est bon, je l'ai trouvé, c'est sûr et certain. À part qu'il a un accent à la con et que je me suis quand même, non mais vraiment il a un accent indéfinissable en fait, mais ouais, il est belge, jurassien, suisse. Mais il est originaire de l'Isère, je crois, non, de Grenoble. Il m'a appelé pour me dire, il y a 6 mois, il m'a dit en fait j'ai un syndrome enrhumatoire parce qu'il a vu je sais pas quoi, hein, il a vu l'ORL qui lui a expliqué ça. Donc en fait c'est pas un accent, c'est sa voix, son palais, et il est de Grenoble donc il a un peu des expressions de là-bas. Non mais ça a été un vrai dilemme pour moi parce que c'est un film du Sud, ancré, où les mecs sont censés habiter dans le village depuis qu'ils sont nés, et puis leurs parents et leurs grands-parents, et lui il a l'accent belge. Mais il était trop génial pour que je passe à côté, donc c'est aussi, il y avait Émergence, mais il y avait aussi ce dilemme de l'accent, et j'en ai parlé à Emma qui tournait Fragile avec lui dans le Sud, et j'ai décidé d'intégrer en fait au scénario qui débarquait de Grenoble, et voilà, j'ai mis quelques traits en fluo sur son accent pour déjouer ça, et quand j'ai accepté qu'il avait cet accent et que ce serait lui, et quand je l'ai vu travailler surtout sur Émergence, bah voilà, il est vraiment unique, et il n'y en a pas deux comme lui. Et c'était vraiment la spécificité du personnage principal, Miralles, c'est que c'est typiquement un personnage, il n'y en a pas deux comme lui. Et il était, voilà, donc c'était complètement évident. Ils avaient déjà joué dans la Troisième Guerre ensemble. T'as pas mis de photo de la Troisième Guerre? Alors tu aurais pu avoir un plan des deux sur un autre film. J'ai mis mes préférés, oui. Puis là, récemment, ils ont joué sur une série NTM où Raphaël avait un petit rôle. Donc ils se connaissaient. Et ils s'étaient plutôt bien entendus, donc j'avais pas trop de drame. Et après, depuis Émergence, et ils ont été pris sur... donc je les ai validés dans les rôles, ils ont appris à se connaître, et j'ai la joie qu'ils s'aiment de plus en plus chaque jour. Donc non, vraiment, ils sont devenus hyper proches, hyper potes, ils s'adorent l'un l'autre, donc il y a une vraie amitié je dirais profonde entre eux. Donc ça, c'est vachement bien pour le film. Anaïs, un peu le contre-champ de ça, c'est-à-dire les échanges sur les comédiens que vous avez avec Jean-Baptiste. Je suis pas... Jean-Baptiste est beaucoup plus proche des comédiennes que moi. Enfin, il a une proximité, c'est un très bon directeur d'acteurs. Moi, j'ai plutôt, quand je lis un scénario, un flash ou deux parfois. Je suis pas forcément... Je sais pas, est-ce que je suis force de proposition ou pas sur les comédiens ça... Sur Raphaël et Anthony, tu m'avais dit... Il y avait une sensation sur le duo qui n'était pas encore évidente et que tu m'avais demandé de surveiller sur Émergence. Donc ça, c'était intéressant. Non, mais disons que voilà, au fur et à mesure des projets, je m'intéresse plus au casting, mais je pense qu'il y a des producteurs qui ont une vraie appétence pour ça. Moi, c'est vrai que j'ai parfois du mal à projeter quelqu'un où sinon j'ai une grande évidence et parfois d'ailleurs ça se... t'es pas force de proposition, mais par contre on a vraiment les mêmes goûts. Quand on voit un film, n'importe quoi au cinéma, on est totalement sans pouvoir... J'ai aucun souvenir qu'on n'ait pas été absolument d'accord sur nos sensations sur les comédiens. Donc en fait c'était un peu le garde-fou sur le casting, Anaïs, où tu me permettais d'être sûr d'un comédien où je me disais tiens il est intéressant, ou alors quand j'avais une fausse bonne idée. De l'évacuer. Ouais. Mais disons que moi quand il m'a proposé Anthony, moi c'est un comédien vraiment que j'adore, et du coup on peut faire aussi un petit big up à Cédric Kahn, puisque c'est lui qui a réalisé entre autres La Prière, et que c'était le parrain de Jean-Baptiste sur Émergence. Et on a fait une proposition ferme, histoire de montrer l'envie profonde de Jean-Baptiste et mon envie de travailler avec lui, à son agent. Une proposition ferme, c'est-à-dire qu'on dit le rôle est pour lui, on l'a proposé à personne d'autre. Et j'avais écrit une petite lettre, ça c'était un conseil que tu m'avais donné, personnel pour Anthony,
Non mais c'est con, mais il m'a dit que le fait que je lui écrive personnellement et que je lui explique pourquoi je voulais que ce soit lui le rôle, ça l'avait touché, ça avait été facteur de l'acceptation. Donc c'est important. Et après, quand Raphaël est arrivé, comme il est très particulier, je lui disais, je peux pas te dire que c'est lui avant de vraiment les avoir confrontés et que tu les aies dirigés parce que le duo était pas forcément, enfin, un peu improbable. Mais en tout cas, de ce que j'avais vu de Raphaël, je le trouve extrêmement intéressant. Après, c'est pas parce que deux acteurs sont très intéressants séparément que l'alchimie fonctionne. Donc Émergence était là pour ça. Donc toutes ces résidences qu'a fait JB d'ailleurs, encore une fois, c'est très très précieux d'avoir autant de tampons de ces lieux de création. Et Karim, pardon, je rebondis sur le duo. Sur Émergence, j'ai découvert un peu la force du duo que j'avais pas forcément prévu. Je savais que je voulais de l'humour là-dedans, mais ils ont eu, et ça j'ai vraiment découvert en les regardant travailler et en montant le film, qu'ils avaient un peu que j'avais formé un espèce de duo à la française, je dirais à la Pierre-Richard Depardieu, de Funès-Bourvil. Et les deux énergies créent complètement ça à l'intérieur d'un drame social. Et du coup, ce truc un peu étonnant qui ne pouvait apparaître que quand on les confronte a été après une force dans l'écriture. Et j'ai assumé ce truc de l'énervé et le calme qui en prend plein la gueule, qui était dans l'écriture, mais qui a été très fort en les voyant l'un et l'autre. Alors, tu nous as passé aussi des documents assez rares qu'on voit rarement en tant que spectateur. C'est des images de casting. Alors, le son est un peu bas. Je le dis, monsieur, si on peut augmenter, on va voir. C'est le jour, le premier casting que j'ai fait d'eux, ouais. Tu fais quoi, ça fout? Quoi? Tu pisses? T'as craqué ou quoi? Tu pisses pas? T'es un vieux fou. Pourquoi? Mais tu te croches ta grand-mère là? Tu crois qu'on est sur une aire d'autoroute? T'es un fou quoi? Vas-y, barre-toi. Déjà, pisse pas tout de suite. Déjà, tu restes là, on est en panne. Ça change pas que je pisse. Est-ce qu'on est en panne? Je te dis, on fait une pause pipi ou pas? Je vais pisser. Eh ben, tu pisses pas. Je t'ai pas parlé de pause pipi. Ça change quoi? On est là pour 2 heures. Eh, regarde-moi, ferme ta gueule. Et tu m'écoutes, danse, si t'as envie de danse, ça t'évitera d'avoir envie de pisser. Il n'y a pas de réseau. Je m'en bats les couilles du réseau. Réseau, pourquoi faire? Tu vas pisser où? Là-bas! Bah va loin, écarte-toi bien, tu oui. connais pas les reflux là, de ta pisse. Dans 1 heure, ça va sécher, on va se retrouver asphyxié. Ça coupe pas? T'es stressé? C'est parce que tu me regardes là. Je te regarde pas, vieux fou! Arrête, Je te regarde pas! Je te regarde pas! Pisser. Ma grand-mère! Hein? Il n'y a aucune voiture qui passe ici. J'ai trop du cul. Ouais, tu m'as donné envie de pisser. T'es sûr au moins là quand t'es revenu? Mais quoi? Quand t'es sérieux, tu sors ta piche comme ça, tu te la touches, tu t'essuies pas. Comment ça? On est des amis ou on n'est pas des amis? Pourquoi tu dis des trucs comme ça? On est des amis, réponds juste à ma question. On est des amis ou on n'est pas des amis? Ouais. Voilà, donc j'estime que j'ai le droit de te dire quand même certaines choses. Si tu fais de la merde par exemple, j'ai le droit. D'accord? Voilà. Tu vas finir, les gens qui n'ont dit rien, ils finissent, ils ont 40 ans, ils sont puceaux, ils sont rejetés par tout le monde, et ils sont dans la mouise carrément. Et mon père, tu sais ce qu'il me disait, mon père? Il me disait, commence par te respecter toi, même si tu veux qu'on te respecte après. Et regarde, t'as l'heure, je te dis, pisse pas, t'es là, t'es capable de te pisser dessus. T'es un fou, quoi. Mais je te dis, tu meurs, tu vas mourir. Espèce de bacala. T'as envie de pisser, tu vas pisser. Même s'il y a quelqu'un qui t'empêche de le faire. Carrément, c'est à moi que tu manques de respect quand tu fais ça. Si tu me fais passer pour un tyran, que je suis pas. Quoi? Mais j'ai pissé là. T'as pissé, mais j'ai été obligé de te dire, va pisser. Sinon, t'attendais comme un mesquine comme ça, tout seul. Si tu me racontes que t'es comme ça, les jambes collées, comme pour... Mais parce qu'on attend. Ouais, mais pourquoi tu vas pas tout seul?
Pas capable de faire les choses de ton initiative. Je suis obligé de tout te dire quoi faire dans la vie. Hein? Et ben alors? Non, on fait quoi pour la voiture là? Eh ben on va arrêter une voiture. Dès qu'il y en a une qui passe, on va arrêter. T'as vu, les gens s'arrêtent pas. Ne t'inquiète pas, la prochaine, c'est moi qui vais m'en occuper, elle va s'arrêter. C'est bien fait. Pourquoi t'es pas indépendant comme ça? Quoi? Pourquoi t'es là comme ça? Je sais pas, t'es pas. J'ai l'impression que t'as pas de libre arbitre, tu réfléchis pas, y a pas un moment où tu te dis, je m'en bats les couilles de ce que les autres ils me disent, je vais faire, si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Mais si j'ai envie de faire un truc, je le fais. Mais non, arrête, regarde, t'as vu, ne serait-ce que comme tu me réponds, je vois que tu te méfies, il y a dans la méfiance. Vous êtes à quel endroit? Là, est-ce que vous êtes tous les deux, d'ailleurs? À quel endroit Vous êtes où? physiquement Dans quel lieu vous êtes? Ah oui, non, si, dans quel lieu? C'était bien ta question. On est à étiez où? Nation, Ouais. dans un appart. Enfin, une salle, quoi. Pardon, je sais pas. Et qui filme? Ouais, on était. Ah, je sais plus. Et qui filme? C'est pas grave, on Moi. est à Paris. Et qui filme? Moi. Ok. Et Bah, Anis, je fais un tu y es, espèce là? de petit montage, mais c'était le même plan. Hein Ouais, j'étais moi seul avec les comédiens. Et il y avait un texte. Et donc là, en fait, je fais des longs castings. Enfin, je crois par rapport à ce qui se fait habituellement. C'est à peu près 1 heure, 1 heure et quart par comédien. Et il y a vraiment d'abord une lecture, puis après je leur demande au mot près tel que c'était écrit. Puis après je leur demande un peu moins au mot près, ils peuvent rajouter 3 merdes ou changer une phrase si ça leur plaît pas. Et puis après j'enlève tout et je leur dis voilà, on garde la structure mais vous faites avec vos mots à vous. Et là c'était du mot près mais vous rajoutez 3 merdes en gros, ce plan-là. Voilà. Anaïs, tu y es à ce moment-là? J'ai Non. aucune place à ce moment-là. Non, Et je ne tu servirai à découvres- rien à part à mettre le malaise. Et tu découvres, bien. Et tu découvres les images à quel moment? Assez vite, en fait, ce qui se Direct, passe, c'est je t'ai qu'on filé fait la un carte. petit. Ouais, ça, tu me files. Enfin, ça dépendait. Léa était très présente sur certains castings aussi. Ouais, Elle Léa, elle est t'aidait arrivée en- après le choix arrivée d'Anthony et de après. Raphaël. Là, Jean-Baptiste, je pense que t'étais pas. C'est toi qui étais à la caméra? Il n'y avait pas genre un assistant qui était à la caméra et toi qui On l'avait dirigeait? fait, on l'avait. Non, j'étais tout seul. Ok. Il était sorti de la salle. Donc oui, enfin, je vois là Jean-Baptiste à la caméra, il dirige les comédiens, et puis soit ce qui se passe en règle générale, c'est qu'on essaie de faire il m'envoie un petit montage, il dégraisse les choses, il m'envoie quelques prises, ou bien du coup Léa quand elle est venue sur le projet, histoire que je me tape pas tout le truc, en tout cas l'essentiel, ce qui fonctionne, parce qu'il y a aussi un petit temps, ça discute, on se parle. Mais très clairement, le producteur, je vois pas ce qu'il c'est comme un chien dans un jeu de qui à ce moment-là. Et si, un truc que je peux rajouter, parce que j'y pense maintenant, dans un casting, si je suis aussi long, c'est que je teste aussi, je vais dire, je me surjoue moi-même, je dirige, je parle pendant les prises comme je fais en tournage, je parle beaucoup, enfin j'essaye de vraiment reproduire presque ce que je vais être pendant le tournage, parce que si ça ne matche pas entre nous, que je les saoule, ou que je les améliore, ou que ça ne change rien quand je leur parle, ça je dois le voir. Donc du coup, c'est pour ça aussi que j'ai fait des coupes, je leur parlais aussi pendant. De temps en temps, je propose, Raphaël, il aime beaucoup ça, et ça fait partie du choix, hein, c'est-à-dire que ma méthode lui va parfaitement et lui permet d'être meilleur. C'est-à-dire que je lui souffle des répliques la plupart du temps. Donc c'est à la fois de son impro, de mon impro en live qui réécrit le texte et du texte. Donc ça, c'est une part importante. Je fais un casting de moi-même aussi, de quels sont les rapports qu'on a ensemble. Dans la première page de scénario, qui est à l'image, vous nous dites que Malabar donne l'impression de danser au rythme de la chanson qui est interprétée par son maître Miralles. C'est le chien Malabar. Malabar, comment vous l'avez trouvé et est-ce qu'il va effectivement danser comme tu le souhaites? Bah ouais, j'espère. Je me demandais comment tu chanterais toi la chanson. Ouais, Pas de soucis. ah si, ah si, Ah si, ah t'écoutes. si. T'écoutes là? Allez, chope-moi ça. Donc là, ce sont des images que tu m'as envoyées et qui sont ces temps de préparation aujourd'hui. Oui, ben c'est la. Après, je suis pas dresseur, mais donc moi j'ai rencontré. Donc c'est Anaïs qui m'a proposé Valérie,
qui elle-même... Valérie qui, pardon? Valérie Chavanon, pardon, la dresseuse, qui elle-même est venue avec la proposition de Malabar. Donc j'ai eu un coup de cœur, moi, pour le chien, du coup, accompagné de la dresseuse, qu'elle avait repéré dans la rue, qui appartient à un homme qui s'appelle Adrien, qui habite Place des Fêtes, et qu'elle a fait vraiment un casting sauvage de chiens il y a quelques années. Et Malabar, depuis, a fait, je sais pas, 7-8 tournages, 9 tournages. Et donc j'ai eu un coup de cœur sur Malabar. Ça, tu m'avais déjà parlé de ça avant, d'avoir vraiment il fallait qu'on ait un vrai coup de cœur pour le chien, c'était important. Et le caractère, on verrait. Ce qui est intéressant chez Malabar, ce qui risque d'être compliqué aussi, c'est qu'il a un sale caractère comme le personnage. C'est-à-dire que des fois, il en a rien à foutre, même s'il est bien dressé. Il est têtu et du coup, ça donne une vie qui est intéressante. Donc les rencontres, là, c'est plus des rencontres, on va dire, que des répétitions entre Raphaël et Malabar. C'est pour que Malabar kiffe Raphaël, tout simplement. Et que du coup, quand il n'y a pas le dresseur, il a envie d'être avec lui, de se promener avec lui, parce qu'à un moment donné, sur les plans larges, on ne pourra pas avoir le dresseur à côté. Donc c'est entre 4 et 6 demi-journées où ils apprennent à se connaître, à s'apprécier, à jouer ensemble. Et Malabar doit apprendre à répondre aux ordres de Raphaël. Après, la deuxième vidéo, c'est des choses plus spécifiques où il n'y a pas besoin de Raphaël, parce que, je ne vais pas révéler le scénario. Mais en gros, il aura des actions très précises à faire, techniques. Donc Valérie travaille depuis 2-3 mois pour certaines séquences spécifiques du film. On arrive à la conclusion en tout cas de la discussion illustrée, disons, et encore une fois, libre à vous de réagir et poser des questions. Mais je voulais juste terminer aussi sur le fait que le tournage n'a pas démarré, mais que vous avez aussi et qu'on a aussi collectivement des actions qui sont en direction des publics qui verront le film et qu'on espère le plus large. Et j'ai chopé cette phrase, Jean-Baptiste, lors d'un petit échange amical où tu as dit que tu as été formé au making-of. Ça a été ton école de cinéma. Et je t'ai demandé quel making-of t'ont particulièrement intéressé. Tu as cité notamment celui de Blade Runner et puis plein d'autres. Est-ce que peut-être dans une logique presque didactique et de bibliographie, est-ce que tu peux nous dire ce qui te plaît tant dans les making-of et peut-être nous en citer quelques-uns qu'on ira voir si on le souhaite? Non, je pense que j'en citerai pas, parce que je dirais des conneries et j'ai pas travaillé un truc précis. Mais ouais, j'ai pas fait d'école de cinéma. Donc mon école, ça a été d'être sur le plateau. Comme je t'ai dit, j'ai commencé comme machinot. Et après, il y a une école qui coûte pas cher. Ça s'appelle YouTube, Vimeo, les DVD qu'on loue à la médiathèque, où il y un commentaire audio du réalisateur, où il explique plein de secrets, de trucs, les making-of, où on voit l'équipe travailler, on voit les réalisateurs diriger. Donc ça, si on s'en bouffe des centaines et des milliers d'heures, on apprend plein de choses. Donc ça a été mon école, mais autant le making-of que faire des films en tant que technicien, que jouer, que faire des films tout court. Comme un sauvage, que lire des livres sur le cinéma, des livres de scénario, des livres sur des réalisateurs, sur des carrières, sur des comédiens. Voilà, tout ça. Mais le making-of, c'est précieux. On a la chance d'être dans l'intimité d'un tournage, donc quand ils sont bien faits, qui documentent, c'est formidable. Voilà. Et alors pendant le tournage, des photos seront prises, et là on se projette, je crois avoir vu Valentine Pignet avec qui on travaille sur Occitanie Film sur la communication et le développement des projets. Et donc précisément, Camille Sonali sera présente sur le plateau pour prendre des photos qui vont être à la fois des photos de plateau, des photos de tournage, parce qu'aujourd'hui, on se projette pour que dans un an, quand le film sera prêt et sera dans les salles, des photos, peut-être pendant aussi le tournage, un peu avant, un peu après, et au moment de la sortie, que le film soit accompagné avantageusement par des photos, peut-être sous forme d'exposition ou de projection. Voilà. Et là, juste à l'image, pour le plaisir de voir des photos plein écran, des photos du tournage de Seules les bêtes, ici de Dominique Moll, tourné en grande partie en Lozère et un petit peu à Sète et un petit peu à Abidjan. Ici, c'est Mathieu Amalric sur le tournage de son film Serre-moi fort à Saint-Gaudens, photo de Roger Arpajou. Donc là aussi, une exposition circule en ce moment en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, sur les 2 régions où le film s'est tourné. Ici, ce sont des photos, une photo du film Selon la police de Frédéric Vidot, tourné à Toulouse, photo de Ulrich Leboeuf. Et puis aussi en région, on pense aussi à Fabien Malo, mais aussi à Cécile Mella,
qui était à la fois sur le tournage du film Cornelius de Yann Lequelec que vous avez à l'image, du côté de Rock, et ici avec Léa Fener pour le film Les Ogres, tourné à Port-la-Nouvelle et à Lausanne, en Nouvelle-Aquitaine, en Lot-et-Garonne. Et Cécile était aussi présente avec Romain Laguna pour son film Les Météorites. Et ici, on est précisément à Béziers. Et enfin, c'est vrai que Camille, et c'est un nom qui est revenu à plusieurs reprises, Emma Benestan, c'est vrai qu'on se rend compte aussi en croisant un peu les génériques des uns et des autres qu'il y a des passerelles et des allers-retours entre vos productions et le fait que naturellement vous connaissiez et que vous avez plaisir aussi à travailler ensemble. Et Camille était présente à la fois sur le tournage de Fragile, à la fois pour des photos de plateau, comme on a ici, qui renvoient presque à des photogrammes, mais aussi des photos de ce type de tournage qui nous intéresse aussi beaucoup, parce qu'on y voit aussi l'équipe au travail, on y voit les accessoires, on y voit la chorégraphie d'un tournage, et on comprend la place de chacun, la place pour chacun, les accessoires, les outils, les gestes faits par les uns et les autres. Et on termine avec Emma Benestan, Ali de Thau à 7 pour son film Fragile. Voilà, on a terminé avec tous ces visuels qui vous ont J'en profite permis. du coup pour faire simplement rappeler du coup qu'effectivement Emma Benestan, puisqu'on n'a pas parlé de l'importance des collaborateurs à l'écriture, qu'Emma Benestan et Nicolas Fleureau ont été des collaborateurs à l'écriture de Chien de la Casse, et que c'est très précieux d'avoir des gens avec qui on peut échanger sur le film au-delà de son producteur ou de sa productrice, parce que le développement c'est quand même quelque chose de laborieux. Et aussi de faire un petit big up à Galata Belouli, puisque c'est elle qui interprète Elsa, le personnage féminin principal, et qui a aussi on a casté pas mal de nanas, et que Galata apporte une singularité qui est très précieuse au film et au duo, du coup au duo qu'elle forme avec Anthony, et au duo qu'elle casse, à savoir donc celui de Doug et Mirales. C'est vrai qu'on a parlé que des mecs, c'est pas... surtout en 2021. L'un des objectifs, à l'image d'ailleurs il y a un garçon, l'un des objectifs de ces rencontres, c'est de participer, c'est de vous amener dans la fabrication des films, mais c'est aussi de vous encourager dans la préparation et dans le tournage. Donc ce sera dans 3 semaines, on sera avec vous pour le tournage, et on sera avec vous quand le film sera terminé. Voilà. Je vous propose qu'on conclue et qu'on arrête. Juste vous dire qu'avec la DRAC et avec la région, encore une fois, on aura plaisir à l'accompagner. Le film a reçu le soutien financier de la région Occitanie, et encore une fois, on se reverra avant l'avant-première, mais on sera avec vous à ce moment-là. Voilà. Christophe Leparc est passé un petit instant, j'aurais voulu le saluer de vive voix. Merci pour votre présence, merci à vous deux pour vos propos, et puis bon tournage dans 3 semaines.